Hello à tous, bienvenue sur le podcast Gatémerie. Je suis Anne Guersard, votre hôte. Ce podcast veut porter un autre regard sur le sens que l'on donne à la réussite. Parce qu'au fond, qu'est-ce que réussir ? À quel moment on peut se dire que l'on a réussi notre vie ? Chaque semaine, en l'occurrence le jeudi, je vous invite à partir à la quête du sens de la réussite avec des invités aux horizons divers. Ils sont cadres supérieurs, entrepreneurs, sportifs ou encore artistes, mais ce qui les réunit, c'est qu'ils semblent avoir trouvé leur vocation. Pendant environ une petite heure, nous allons entrer dans leur univers pour découvrir l'envers du décor de leur parcours, notamment leurs questionnements, leurs doutes et leur processus de décision qui leur ont permis de redonner plus de sens à leur travail. Mon but est que vous tiriez le maximum d'enseignements de ces échanges pour vous en inspirer et ainsi vous rapprocher de votre propre réussite. Si ce podcast vous plaît, la meilleure façon de me donner un coup de main est de mettre une note 5 étoiles sur iTunes, mais aussi d'en parler autour de vous, que ce soit à vos amis, vos collègues, sur les réseaux sociaux. Bref, vous êtes mes meilleurs ambassadeurs et ça me donnera un gros coup de boost. Pour cet nouvel épisode de Gatémerie, je vais vous faire saliver avec mon invité du jour, la chef pâtissière aux nombreuses distinctions, Claire Hetzler. Elle a été élue chef pâtissière de l'année par le festival Omnivore en 2018 et a reçu le prix d'excellence de la meilleure pâtissière par le Relais Dessert en 2014 et j'en passe. J'ai rencontré Claire il y a moins d'un an et j'ai été très touchée par sa sensibilité et son humilité. Passionnée des métiers de bouche dès son plus jeune âge, c'est avec ténacité et rigueur qu'elle s'impose dans ce milieu dominé par les hommes. À 26 ans, elle part au Japon pour travailler pour Alain Ducasse et là commence sa grande aventure internationale. Elle travaille au Parc Hyatt à Dubaï, puis de retour à Paris, elle rejoint les équipes du Ritz, de l'Acer, puis de la Durée. Aujourd'hui, Claire cherche sa voie et c'est pour cette raison que j'ai voulu la rencontrer afin de montrer que même ceux qui ont des passions très évidentes peuvent aussi se questionner sur la manière d'accomplir leur vocation. J'ai évidemment beaucoup aimé mon échange avec Claire, qui normalement ne se livre pas aux journalistes, et comme je n'en suis pas une, j'ai pu lui soutirer plus d'informations qu'elle a l'habitude d'en donner. Mais je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter ma conversation avec Claire Hetzler. Salut Claire. Salut Anger. Je suis vraiment contente de t'avoir ici. Vraiment, je suis contente d'avoir ce moment privilégié avec toi. Bah écoute, plaisir partagé. Vraiment. Super. Donc Claire, tu as travaillé pour Alain Ducasse en 2004 au Japon. Mais avant ça, il t'avait fait une première proposition que tu as refusée. Donc moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment et pourquoi on dit non à Alain Ducasse. J'essaie juste de comprendre. En fait, à cette période, je travaillais à Londres. J'avais une situation professionnelle qui me plaisait bien. J'étais pas forcément à la recherche d'un nouveau job. Voilà, j'étais bien professionnellement. J'étais en colocation avec des super copains. En gros, je m'éclatais vraiment. Et en fait, c'est un de mes anciens patrons qui m'avait recommandé au groupe Ducasse. Monsieur Ducasse qui vous contacte pour un poste. La moindre des politesses, c'est quand même de répondre. Bien sûr. On m'a proposé de faire un essai de 2 jours pour voir si cette place pourrait me plaire. Et en fait, je m'y suis vraiment pas retrouvée. C'est vrai que c'était pour travailler au Plaza Athénée, qui était une cuisine à l'époque. Ça a pas mal évolué depuis. Hein. Ouais, j'imagine, ouais. Mais à l'époque, c'était très classique. Et je savais que je n'allais pas m'éclater dans cette nouvelle aventure. En fait, je pense que ça sert à rien de prendre un poste quand tu sais déjà à l'avance que ça te correspond pas. Et ça, t'avais quel âge? Tu es jeune, non? Là, je devais avoir 22 ans, je pense, ouais. 21, 22 ans. Ça, à 22 ans, quand tu es dans cette rampe montante et que tu veux justement évoluer, t'as Alain Ducasse, tu te dis, bah, je perds pas l'opportunité, quoi. Il y a beaucoup de gens qui réfléchissent comme ça en se disant, bah, je ne perds rien, je me fais un nom et on verra après. Toi, c'était pas du tout ta réflexion, en fait. Complètement. Et quand t'as Alain Ducasse qui te contacte, t'as vraiment envie de travailler pour lui. Bien sûr. Mais moi, je fais un métier de passion. Et si je prends pas de plaisir à faire mon travail au quotidien, je ne serais pas capable de le faire correctement. Et je pense que j'avais pas envie justement de rentrer dans ce schéma-là, à me dire ok, j'ai pris un poste un peu par opportunité, sans pouvoir donner le meilleur de moi-même. C'est plus dans ce sens-là que j'ai réfléchi. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu as accepté en 2004 ? Et ça c'est une bonne question parce que franchement je ne voulais pas ce poste. C'est vrai ? Je voulais pas, mais là je me suis rendu compte que ok j'ai dit non une première fois à Alain Ducasse.
Il me recontacte une deuxième fois. Il y a juste un moment où l'opportunité, il faut savoir la saisir. Et je savais qu'il me recontacterait pas une troisième fois. Et je pense que j'avais aussi l'impression de tourner un petit peu en rond à ce moment-là dans ma vie à Londres, où c'est clair que je m'éclatais. En fait, je m'éclatais parce que j'étais jeune, parce que je faisais la fête, parce que j'avais des super copains là-bas. Mais je commençais à tourner en rond professionnellement. Donc, c'était aussi la possibilité, l'occasion surtout, de passer à autre chose. Et donc, tu pars au Japon à 26 ans, dans le restaurant belge d'Alain Ducasse. Comment tu te sentais avant le départ ? Très mal. Raconte-moi. Très, très mal. En fait, j'étais absolument pas attirée par l'Asie. Le Japon fait rêver plein de gens. Moi, absolument pas. Je m'étais jamais intéressée à leur culture. Je me voyais pas forcément voyager aussi loin. Et en fait, je savais tellement pas ce qui m'attendait là-bas que je ne voulais pas. En fait, je m'y suis pas préparée. Je me suis dit, on verra sur place, on verra comment ça se passe. Je me souviens que ma maman m'avait acheté des guides, des vidéos, elle m'avait acheté plein de documentation justement pour que je me renseigne et pour que je me prépare à ce départ. Et moi, je voulais pas parce que j'avais pas envie de me torturer l'esprit avant d'y aller, quoi. Je savais que ça allait déjà être assez difficile sur place, donc autant le vivre au jour le jour. Et puis voilà. Mais je me souviens encore à l'aéroport avant de monter dans l'avion où j'appelais mes copains de Londres pour leur faire un dernier coucou. Oh là là, j'avais pas envie d'y aller, quoi. C'est dingue. C'était un peu une déchirure quand même d'y aller. Et en même temps, je savais vraiment que si je ne prenais pas ce poste, que je le regretterais toute ma vie. Ok, donc tu arrives sur place et tu dois manager une équipe de 10 pâtissiers japonais. Alors moi, je me dis, tu arrives à 26 ans, comment tu t'y prends ? Avec du recul, quand j'y pense, je trouve que j'étais assez inconsciente quand même à l'époque. C'est souvent ça. Hein. En cuisine, en pâtisserie, l'équipe avec laquelle on travaille est super importante. D'accord. Donc on passe énormément de temps dans notre cuisine. Et moi, j'ai toujours travaillé pour des chefs qui étaient très proches de leurs équipes. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui est ancré en moi. J'aime mes équipes, j'aime avancer avec eux, j'aime les faire grandir, et puis eux, ils me font grandir aussi. Donc c'est vraiment intéressant. Et en fait, je pense que j'ai appris sur le tas, tout simplement, quoi. Enfin, il y a plein de facteurs. Il y a le fait que tu sois jeune, que tu sois une femme, que tu sois française dans un pays étranger, qui est le Japon. Je pense que cette expérience m'a vraiment fait grandir parce que je me suis pris un peu tout dans la tronche en même temps. Parce que déjà, travailler dans le groupe Ducasse, quand c'est la première fois que tu arrives, généralement, en fait, les gens qui travaillent pour Ducasse évoluent au sein de la société. Petit à petit, ils commencent commis, ils passent à chef de partie, puis moi, j'arrive directement en tant que chef pâtissière. Donc, j'ai déjà dû faire mes preuves auprès des équipes Ducasse. Ensuite, m'adapter à une nouvelle culture que je ne connaissais absolument pas et honnêtement, c'est pas simplement un pays qui est différent, c'est une manière de penser, une manière de travailler qui est différente. Donc tout ça, j'ai appris au fur et à mesure. J'ai dû m'adapter à plein de choses que je ne comprenais pas, que la réaction des Japonais. Oui, culturellement, c'est très difficile de lire, ouais. Voilà, tout ça, j'ai dû le comprendre, j'ai dû l'accepter, j'ai dû faire un gros travail sur moi parce que j'étais, je pense aussi à cette époque un petit peu plus impulsive que je ne le suis maintenant. Donc comme quoi, ça m'a aussi beaucoup apporté. Oui, t'es assez calme. Et en fait, j'ai dû prendre énormément sur moi parce que les Japonais perdent tous leurs moyens quand tu t'énerves ou quand tu as un coup de sang, quoi. Donc ça a été une année complète où j'ai dû m'adapter à ce pays et surtout comprendre comment eux ils réfléchissaient, ce qui se passait dans leur tête. Très intéressant ce que tu dis, hein, parce que moi j'ai un peu vécu la même chose. Je suis partie au Rwanda quand j'avais 24 ans, en VIE, et je devais manager des équipes. Et au début, tu arrives avec ta fougue en te disant on va faire ça, 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 ça. Mais en fait, les gens te regardent avec des grands yeux en mode non, chez nous, c'est pas comme ça en fait. Complètement. Et en fait, tu t'adaptes, et c'est comme ça que ça marche, sinon tout est bloqué en fait. Mais je pense qu'il faut partir du principe que t'es simplement pas chez toi. Donc, si t'es pas capable de t'adapter, il faut rentrer dans ton pays, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai analysé. Hein. Je pense qu'il est très sage. Tu pourrais me dire, en fait, les principales difficultés, parce que j'en ai plein. Si tu devais m'en citer 2 ou 3, ce seraient lesquelles ? Alors déjà, à être crédible auprès même de mon équipe, parce déjà au Japon, une femme ne prend pas de poste à responsabilité. D'accord. Donc déjà, ça c'est un premier problème. Dans la société japonaise, tu n'évolues pas forcément en fonction de tes compétences, tu évolues en fonction du temps que tu passes dans l'entreprise. Moi, j'arrivais quand même hyper jeune à un poste de chef. Mes équipes étaient plus âgées que moi.
plus, je parlais pas japonais. Enfin voilà, j'ai vraiment eu besoin de montrer à mon équipe, de prouver à mon équipe que si j'étais là, c'est parce que je suis compétente oui, parce que je fais mon travail correctement. Ça a pris du temps. Ça a vraiment pris du temps. Mais après, voilà, aujourd'hui, je suis toujours en contact avec ces jeunes avec qui j'ai travaillé. Enfin, ces jeunes, je suis toujours en contact avec eux, et ça c'est génial. Ça prouve bien qu'il y a une vraie relation qui s'est créée. Tout à fait. Et du coup, pendant ces moments de difficulté, est-ce que sur place, tu avais des mentors ou des gens qui t'aidaient, en tout cas, ou qui te conseillaient, qui te guidaient dans ces phases un peu douloureuses, en fait, que tu as vécues? Honnêtement, très peu. Déjà parce que j'ai appris un peu à me démerder toute seule dans mon métier en général. D'accord. Pas toujours fait de cadeaux, donc j'ai appris à compter sur moi-même. Puis je suis arrivée là-bas, je ne connaissais personne. Les seuls Français avec qui j'avais des contacts, c'était les Français qui travaillaient avec moi dans l'entreprise. Donc pas forcément envie de partager non plus tes difficultés. Enfin, c'est pas évident, quoi. Et puis je suis un petit peu pudique à ce niveau-là, donc ouais, j'ai surtout beaucoup pris sur moi, et puis après je pouvais compter sur mes amis et ma famille qui étaient restés en France et à Londres, que j'appelais régulièrement, et puis qui me soutenaient. D'accord, ok, je vois. Tu restes au Japon pendant 3 ans et après tu pars à Dubaï au parc Hyatt. Comment ça s'est goupillé? Comment t'as eu cette opportunité et pourquoi Dubaï? Alors le Japon, première année a été super compliquée. Les 2 années qui ont suivi, c'était magique. J'ai découvert plein de choses. C'est un pays que j'aime, mais c'est un pays qui est compliqué, où cette différence de culture commençait vraiment à me peser. Et j'avais besoin de tourner dans une vie où les gens sont un petit peu plus libres de s'exprimer, puis, ouais, de dire ce qu'ils pensent, et de faire ce qu'ils veulent aussi, quoi. Oui. Ça me pesait, ça, au Japon. Donc j'avais besoin de partir, de quitter le pays. J'en avais parlé à Monsieur Ducasse, qui lui n'avait rien à me proposer, en tout cas qui me correspondait. C'est vrai que je suis plus de la pâtisserie, gastronomie étoilée, plutôt que brasserie. Et lui, il avait plus des postes en brasserie à me poser, donc voilà, ça faisait pas l'affaire. D'accord. Et puis Dubaï, ça n'a pas été un choix, c'était simplement une opportunité. Une amie qui est partie travailler là-bas, qui a entendu parler du parc Hyatt, qui cherchait un nouveau chef pâtissier, qui m'a mis en relation, et puis ça s'est fait comme ça, tout simplement. D'accord. Mais c'était vraiment pas une destination, c'est pas la destination en fait qui m'intéressait, c'est plus le poste. D'accord. Et qu'est-ce que tu as appris? Quels ont été les principaux enseignements que tu as tirés justement de cette expérience? Ça a été une super expérience humaine, parce que à Dubaï, on travaille à plein de nationalités différentes. Moi, dans mon équipe, j'avais des Indiens, des Sri Lankais, des Thaïlandais, des Philippins. Et en fait, c'est ce mélange de cultures qui a été hyper enrichissant. Dans ce pays, on travaille avec des gens qui n'ont pas forcément de formation. En Inde, il n'y a pas beaucoup d'écoles hôtelières. La culture de la pâtisserie est très différente de la nôtre en France, et de ce que les clients recherchent à Dubaï. Donc, c'est des gens qui arrivent, qui n'ont pas forcément de formation, mais qui ont une volonté d'apprendre et une capacité à emmagasiner toutes les informations et d'évoluer rapidement. Ah ouais, moi, qui m'ont bluffé. Donc, ouais, vraiment une aventure humaine très, très belle. Très belle. Et donc, juste après, qu'est-ce qui t'a fait revenir à Paris? Tu restes là-bas combien de temps d'ailleurs? Je suis restée à Dubaï 2 ans. D'accord. Après Dubaï, autant mon boulot était intéressant, autant la vie autour, ouais, je m'en suis lassée très rapidement. C'est quand même très superficiel. Je te comprends. Je trouve qu'il y a énormément de personnes qui perdent de leur valeur là-bas, parce que la vie est facile, la vie est pas chère. J'ai tendance à garder la tête sur les épaules, et je m'éclatais pas personnellement là-bas. Pourquoi je suis rentrée en France? Pareil, ça n'a pas été un choix. J'ai un ami qui était chasseur de tête, et qui m'a contacté à ce moment-là pour me dire que l'hôtel Ritz cherchait un nouveau chef pâtissier, et il m'a demandé si cette place pourrait m'intéresser. Donc, quand on parle du Ritz Paris, qui est quand même un des plus beaux établissements français, Tu refuses pas, quoi. ça vaut le coup de le tenter. Bien sûr. Tu reviens quand même à Paris après 6 ans à l'étranger. Comment est-ce que tu vis le retour à Paris? Les adaptations que tu as dû avoir, parce que mine de rien, enfin, c'est pas pareil, je pense, de travailler à l'étranger et de revenir à Paris, une autre culture aussi, hein. Quelles ont été tes premières impressions? Complètement. Et le retour en France a été très, très dur. Je pense que ça a été aussi dur que quand je me suis retrouvée au Japon, quoi. Ah oui, j'imagine. Parce que quand on part à l'étranger et qu'on revient, c'est dur, hein. Moi, je l'ai vécu. J'étais pas prête à devoir me réadapter à mon propre pays. En fait, tu te sens plus chez toi. Exactement. Et ça, c'est vachement compliqué, parce que finalement, oui, j'ai passé quelques années ailleurs, j'ai grandi, j'ai évolué avec les gens que je côtoyais,
avec une ouverture d'esprit qui est quand même différente de l'ouverture d'esprit, je pense, qu'il y a en France. Hein. C'est quelque chose moi, qui me peine assez souvent. Bien sûr. Et voilà, me retrouver confrontée à une société où tout est dû, où l'implication professionnelle n'est pas forcément la même. Enfin, voilà, on n'a pas du tout les mêmes objectifs. Ça a été très très dur. Et honnêtement, je me suis pris une sacrée claque. Et comment tu surmontais ça? Parce que tu t'es pas arrêté au Ritz, hein, après t'as intégré les cuisines LSR en 2010, c'est ça? Ouais. Et la durée après. Effectivement, on n'a pas le choix, hein, c'est notre environnement qui est comme ça, on n'a pas le choix d'évoluer dans un système qui nous plaît pas forcément tant qu'on sait ce qu'on veut. Hein, et je pense que toi, tu sais ce que tu veux. Comment t'arrivais justement à supporter ça? Et comment est-ce que tu le vivais? Une fois de plus, je me suis sentie quand même assez seule parce que je suis rentrée en France donc pour travailler au Ritz à Paris. C'est la première fois que je travaillais à Paris, donc j'avais pas forcément de contact sur place. Et je pense que cette place ne me convenait pas. Elle ne me convenait pas parce que c'était à la période où cet établissement devait fermer pour de gros travaux. Ils ne savaient pas encore à quelle période ils allaient fermer, combien de temps, et en fait tout était un peu à l'arrêt, quoi. Donc il n'y avait pas vraiment d'ambition d'évoluer. Je pense que j'ai pas eu les moyens, honnêtement, pour faire mon travail correctement. J'étais frustrée, donc déjà c'était difficile. Ensuite, j'étais pas fière de mon travail. J'ai pas pu choisir non plus mes équipes, ce qui a été assez compliqué parce que c'est important de travailler avec des gens qui ont envie d'avancer avec toi. Donc, j'ai pris cette expérience un peu comme un échec. Au bout d'1 an et demi, j'ai quitté cette place parce que j'étais pas bien, j'étais malheureuse. Et en parallèle, j'avais déjà eu quelques contacts avec le restaurant La Serre qui lui la direction cherchait une nouvelle équipe. C'est en prenant ce nouveau poste, en ayant la possibilité d'imposer certaines choses, hein, comme le fait de recruter ma propre équipe, d'être indépendante dans mon travail. C'est ce qui m'a permis de rebondir et vraiment de m'éclater. Intéressant ce que tu dis. Tu as fait une expérience où tu t'es pas sentie à l'aise et tu as eu quand même le courage, je dis bien le courage, parce que beaucoup de gens n'ont pas ce courage de quitter et d'imposer ces conditions. Ce que j'aimerais savoir, c'est d'où ça te vient. C'est vraiment, tu sais ce que tu veux et quand t'es pas à l'aise, tu pars. D'après toi, d'où ça vient? Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Bien sûr, j'imagine. J'ai quand même cogité, j'ai quand même été assez mal pendant quelques mois avant d'arriver vraiment à prendre cette décision. Ouais, je pense que j'ai toujours été quand même assez obtus. J'ai toujours aimé faire ce que j'avais envie de faire, ce que j'aime faire, et dire non à quelqu'un, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Moi, je me souviens très bien quand j'ai décidé d'être pâtissière, ça a été un peu une déception pour mes parents, surtout pour mon père, quoi, de ne pas continuer dans la filière générale, de pas passer mon bac général. Il était pas vraiment en phase et je savais ce que je voulais faire et il m'a pas, je me suis lancée, quoi. C'est pas lui qui allait décider finalement de mon avenir, quoi. Donc là-dessus, j'ai toujours réussi à me battre et à imposer mes convictions. Ouais. Mais voilà, ça prend du temps, hein. C'est comme quand j'étais au Ritz, je pense que très vite, je me suis rendu compte que je me plaisais pas et que ça allait être compliqué. Et ouais, ça a pris du temps avant que j'émissionne. Ouais. Et surtout, je pense aussi, ce qui est important, c'est le Ritz. Ça arrivait quand tu avais aussi de l'expérience avant. On peut dire non quand on sait qu'on peut se revendre de manière très simple. C'est vrai. Parce que c'est vrai que quand on débute, on serre un peu les dents et on se dit, on fait ses preuves. Mais une fois qu'on a fait ses preuves, là aussi, on prend aussi de la hauteur, on peut plus s'affirmer. Complètement. Et puis là, j'ai mon conjoint aussi, hein, qui m'a énormément aidé à ce niveau-là. J'avais un doute. C'est là où je pense que c'est vraiment important de savoir dire non et stop à temps parce que sinon on se perd vraiment. Et j'étais dans cette période où je commençais à me perdre et même à douter de mes compétences. Et c'est Julien, mon conjoint, qui m'a dit, mais arrête, je veux dire, tu sais faire ton métier, t'es une bonne pâtissière, regarde ce que t'as fait jusqu'à présent, c'est pas parce que ça marche pas au Ritz que tu ne sauras pas retravailler correctement ailleurs. Le problème, c'est pas toi, c'est simplement la place qui te convient pas. Exactement. Et ça, il faut savoir l'analyser, il faut savoir l'entendre aussi. Ouais. Ce que tu dis est intéressant parce que c'est hyper difficile le regard des autres parce que tu dois se dire, mais Claire, travaille au Ritz, de quoi tu te plains? Attends. Tu vois. Alors que toi, au fond de toi, tu sais très bien que t'es pas à l'aise et les gens ne le comprennent pas forcément. Même ça peut être dans ton cercle privé, hein. J'en reviens à ce que je disais tout au départ quand j'ai refusé place au Plaza Athénée qu'Alain Ducasse me proposait, c'est que j'étais pas fière de mon travail. Et ça, pour moi, j'aime vraiment mon métier. J'aime faire déguster des bonnes choses à mes clients. J'aime partager ma passion. Moi, j'ai goûté, c'était très bon. Et si ce plaisir-là, je ne l'ai pas au quotidien, j'arrive pas à faire mon métier, quoi. Ouais, mais t'as aussi mis tes critères et c'est clair dans ta tête, en fait. Et je pense que dès lors où on arrive à mettre ses critères et ses limites, les choses deviennent simples. Dire non devient simple. Ouais. Parce que t'as même pas à réfléchir. Ouais. Tu vois. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Du coup, on va un peu parler de toi. Tu es née en Alsace, dans un petit village. Je n'arrive pas à le prononcer. Je me suis entraînée, j'arrive pas. Ça s'appelle Niedermanschwir.
Voilà. Je vais être honnête, hein. On va pas se mentir. Tu me dis, effectivement, tu savais ce que tu voulais faire. C'était clair pour toi et tu as tenu tête à ton papa pour justement suivre ta voie. Comment tu as su que c'était ça ta vocation? Alors, c'est pas la pâtisserie proprement dite qui m'intéressait au départ, c'est plus les métiers de bouche. L'hôtellerie, restauration me plaisait énormément. D'accord. Pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai toujours été très très gourmande. Quand j'étais ado, je faisais des extras dans un restaurant que tenaient des amis à mes parents. Et voilà, ça me faisait mon argent de poche, ça m'occupait, c'était le week-end. J'ai tout de suite beaucoup aimé l'ambiance qu'il y avait dans une cuisine, chose qui peut déplaire à beaucoup de gens. Ouais, c'est marrant. Que ça a l'air. Moi, je regarde juste Top Chef, de dire je suis. Ouais, cette ambiance-là m'a plu. Et je savais que je voulais faire une école hôtelière sans vraiment savoir si c'était le métier de salle, de cuisine ou même de pâtisserie qui m'intéressait. Et en fait, à l'école hôtelière, la première année, on voit vraiment tous les différents corps de métier. Et la deuxième année, on se spécialise. Et je me suis vite rendu compte que c'est plus la cuisine, la dégustation, la création qui me plaisait. Et puis après ma formation en cuisine, je me sentais vraiment pas prête pour travailler en entreprise. Et je me suis vite rendu compte qu'en cuisine, c'est le côté sucré qui me passionnait. Ok. Et du coup, à 19 ans, tu as quand même remporté le prix de la meilleure apprentie d'Alsace. Du coup, à ce moment-là, comment tu voyais ton avenir? Quel était ton état d'esprit à l'époque? Quand j'ai commencé, en fait, après l'école hôtelière en cuisine, j'ai fait un apprentissage en pâtisserie. Alors l'apprentissage aussi mal vu que c'était déjà à l'époque, enfin surtout à l'époque. Oui, maintenant ça va. Ça change. J'avais besoin d'avoir vraiment des bases solides avant de rentrer en tant que salarié dans une entreprise. Et quand j'ai commencé mon apprentissage en pâtisserie, j'ai su quand même assez rapidement que c'est ce domaine-là qui me plaisait. Et en parallèle, j'ai très très vite compris que c'est un métier quand même très masculin. Bien sûr. Où il faut quand même se battre et en montrer un petit peu plus quand t'es une femme pour être tolérée dans une brigade. Et dès le départ, j'ai donné tout ce que je pouvais juste pour montrer que, pour prouver à mon papa que j'avais fait le bon choix et pour montrer aux différentes entreprises qui n'ont pas voulu me prendre en tant qu'apprentie parce que j'étais une fille que j'y arrivais quand même, enfin que j'y arriverais quand même. Bah oui, et toc pour le coup. Justement, comme tu dis, c'est un milieu qui est masculin, qui est difficile. Tu l'as un peu dit tout à l'heure que tu étais très débrouillarde et que tu te reposais beaucoup sur toi-même. Mais est-ce qu'il y a quand même eu des chefs qui t'ont justement appris des choses qui te guident jusqu'à aujourd'hui? Ah mais bien sûr. Et c'est là où j'ai eu la chance de travailler pour des chefs exceptionnels. Mon maître d'apprentissage, Thierry Mulopt, qui est à Strasbourg, il est très pédagogue, il est très calme, il est très posé. Donc déjà, je savais que je sortirais avec de bonnes bases. Et c'est quelqu'un avec qui je suis toujours en contact, c'est un homme exceptionnel. J'ai travaillé ensuite pour Michel Troisgros, alors c'est un établissement 3 étoiles qui est très exigeant. Mais Michel Troisgros, il gère sa brigade comme il gère sa famille, quoi. Donc cette ambiance familiale était très rassurante. Et mon chef pâtissier de l'époque, à partir du moment où j'ai prouvé et j'ai montré que j'avais les compétences et que je donnerais tout, et il m'a très très vite fait confiance. Et oui, j'ai toujours travaillé pour des chefs exceptionnels, quoi. Oui, et qui t'ont appris des choses. C'est quelque chose d'important, je trouve, parce que je suis vraiment partisane de cette école, de se reposer sur des personnes qui sont meilleures que nous et qui peuvent nous guider, en fait, peuvent nous faire gagner beaucoup de temps. Et je pense que c'est important aussi d'avoir cette humilité, d'être une éponge auprès de ces personnes. Bien sûr, je sais que Alain Ducasse, c'est quelqu'un qui m'a fait énormément grandir. Alors oui, c'est quelqu'un de très exigeant, c'est quelqu'un de dur. C'est toujours compliqué de se prendre en réflexion de sa part parce que déjà parce qu'il a raison et que c'est énervant. Mais en fait, il te tire vers le haut, il t'oblige à te poser énormément de questions avant de lui proposer ou de lui présenter un plat. Donc tu évolues super vite avec ce genre de personnes. D'accord. Si vraiment tu devais me dire les choses qui ont fait que t'en es arrivé là aujourd'hui, ton parcours exceptionnel, ce serait quoi? Tu sais, c'est dur pour moi de répondre à cette question. Je sais. C'est important de rester humble dans sa discipline et j'ai toujours du mal à analyser les qualités qui font que j'en suis là aujourd'hui. J'ai surtout du mal à le dire. Je pense que déjà c'est la passion avant tout. La passion, l'audace aussi parce que ça m'amuse l'audace. J'hésite pas à casser les codes aussi, à proposer des choses nouvelles et puis à me lancer dans des directions qui sont un peu innovantes. Et vraiment, mais ça c'est mon parcours à l'étranger, c'est l'ouverture d'esprit, bien sûr, la capacité aussi à s'adapter. Ah ouais, super. Là aujourd'hui, tu es en transition.
Tu vis ta transition en tout cas parce que tu ne travailles plus pour une maison, mais tu es à ton propre compte. Pourquoi tu as fait ce choix? Il y a plein de facteurs. Quand j'ai quitté la maison Lasserre, ça faisait 5 ans que je travaillais là-bas. La restauration, je connais, je maîtrise. Je suis plutôt attendue généralement dans ce domaine-là. Et j'avais besoin de montrer que je sais faire autre chose que des desserts de restaurant. D'accord. C'est pour ça que j'ai pris ce poste chez La Durée. Après La Durée, je me suis dit c'est bon. J'ai fait mes preuves en restauration, j'ai fait mes preuves en pâtisserie boutique. En fait, c'est quoi la suite? Ouais. J'aime pas quand la situation devient confortable ou j'ai besoin d'être challengée. Et retourner dans un hôtel ou retourner dans une pâtisserie, pour moi, c'était un peu recommencer ce que j'avais déjà fait. Et puis, j'arrivais à mes 40 ans. Les 40 ans, c'est aussi un moment de ta vie où tu commences à te poser la question, qu'est-ce que je fais pour construire vraiment la deuxième partie de ma carrière? Et je me vois mal, dans 10 ans, être salariée encore dans un restaurant, dans un hôtel. J'avais envie d'avancer pour moi, d'avancer différemment et sans vraiment savoir. Je sais pas encore aujourd'hui si j'ai vraiment envie d'ouvrir une boutique, tout ça, c'est assez flou encore dans ma tête. Mais je pense que c'est le plus dur. Je pense que cette situation que vit, c'est celle que beaucoup de gens vivent, c'est-à-dire qu'on sent qu'on n'est plus à l'aise dans ce qu'on fait, mais en même temps, on ne sait pas vers où on va. Complètement. J'appelle ça la fameuse traversée du désert. Et elle est longue, cette traversée. Elle est longue. Et qu'est-ce que tu fais au quotidien pour essayer d'affiner ton choix? En fait, j'ai vraiment besoin de rester active. Et comme je ne suis pas sûre de ce que je veux faire dans 10 ans, en fait, moi, j'ai créé ma société de conseil, de formation et de création. Ça, je l'ai créée tout de suite, dès que je suis finie de travailler chez La Durée. Donc, ça fera 2 ans en septembre, où je forme des professionnels, où je fais de la création pour différentes maisons qui ont besoin, alors soit d'une simple recette, soit d'un partenariat, d'une collaboration. En fait, là, déjà, tu fais quelque chose, tu as une société de conseil. Oui, complètement. Mais je sais que cette société de conseil, je sais que c'est transitoire. Je sais qu'aujourd'hui, ça me convient, j'arrive à en vivre, ça me plaît, mais je sais que intellectuellement, c'est pas suffisant pour faire ça jusqu'à ma retraite, on va dire. Bien sûr. Même pour cette petite transition, est-ce qu'il y a des choses que tu n'avais pas prévues, en fait? Tu sais, quand tu es salarié dans une boîte, je pense que tu as tout un environnement qui est structuré. Et quand tu te lances en indépendante, est-ce qu'il y a des choses auxquelles tu ne t'attendais pas et qui t'ont un peu surprise? Ouais, il y a des points qui ont été très compliqués. Déjà, moi, j'ai l'habitude de travailler avec une équipe. Donc là, je me retrouve un petit peu seule ou alors accompagnée de l'équipe de mon client. Que t'as pas choisi, du coup? Ouais, même si honnêtement, ça se passe vraiment super bien, quoi. Le contexte est quand même vachement différent. Oui, j'imagine. En fait, c'est apprendre à travailler tout seul. J'ai plus besoin de me déplacer pour aller sur mon lieu de travail. Quand je dois travailler sur papier, quand je dois faire des croquis, écrire une recette, je suis soit chez moi dans mon bureau, soit dans un espace de coworking. Et j'ai eu beaucoup de mal à m'organiser, à trouver comment travailler, comment être quand même productive, comment ne pas me laisser déconcentrer par tout ce qui se passe chez moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris un bureau en coworking, parce que je me suis vite rendu compte que chez moi j'étais pas efficace. Et ouais, ça a été assez compliqué. Ok. De toute façon, on va en parler. J'ai une question aussi sur la productivité à la fin. Tu me diras plus. Tu le sais, je suis très curieuse. J'aimerais bien savoir quel est le processus de création d'une pâtisserie. Tu en as un peu parlé. Tu fais des croquis, etc. Quelles sont les différentes étapes? Comment ça se passe? Alors ça dépend. Il y a différents schémas. Soit ça vient d'une envie personnelle, un produit qui m'intéressait, ou alors j'ai rencontré un producteur qui m'a fait déguster, je sais pas, une variété de rhubarbe que je connaissais pas, que j'ai trouvé intéressante, qui m'a inspirée et que j'ai envie de valoriser. C'est même souvent comme ça que ça commence. Et puis après, j'essaie de travailler le produit, de le mettre en avant, de l'associer avec différents parfums. Je travaille généralement le goût principalement. D'abord le goût et le visuel après. Pour moi, il n'y a rien de plus important que la texture, le goût et puis la qualité du produit. Sinon, c'est aussi régulièrement quand je fais de la création pour des pâtisseries, pour des entreprises, où je reçois un brief quand même assez précis avec pour quelle occasion je dois créer ce dessert, quel est le coût à respecter, quelles sont les contraintes. Oui, vraiment un cahier des charges, quoi. Ouais, un vrai cahier des charges complètement. Voilà, et je travaille à partir de ce dossier, puis je fais des essais, des croquis. Puis moi, je sais que les saisons m'inspirent énormément. Enfin, les produits et les saisons m'inspirent énormément. Enfin, c'est trop beau. J'ai un peu glandé sur ton Instagram et franchement, ça fait rêver. Donc, je vous invite à aller voir l'Instagram de Claire. De toute façon, je mettrai toutes les notes en fin d'épisode. Pour les personnes qui, comme moi, sont nulles en pâtisserie, quels sont tes conseils, enfin, le b.a.-ba qu'il faut respecter pour réussir une pâtisserie? Faut être précis. Faut être précis. Je sais que c'est un gros problème pour beaucoup de monde. Non, la pâtisserie, contrairement à la cuisine, faut pas trop improviser. C'est mon drame.
tellement d'amis qui me demandent, ah, tiens, Claire, j'aimerais bien une recette de cake. Est-ce que tu me la donnes? Donc, j'envoie la recette de cake. Elle me fait, ah, ça a pas très bien marché. Je lui demande, ouais, mais t'as respecté les recettes? Oui, oui, à peu près, mais j'ai pas de balance, quoi. Je dis, ben non. Ça, je me reconnais vraiment. La précision est très importante. Ah, j'imagine. Après, c'est facile, hein. Vraiment, si tu suis à la lettre la recette, c'est très facile, la pâtisserie. Je vais me motiver. Où est-ce que tu trouves l'inspiration pour tes pâtisseries? Je m'inspire de tout ce que je vois et qui me touche. Tout ce que je trouve beau, en fait. Tout ce que je trouve beau, tout ce que je trouve inspirant. Tout ce qui attire mon œil, en fait. Je prends énormément de photos, beaucoup de photos végétales, en fait, quand j'y pense, mais c'est normal, hein. Moi, je suis attachée à la nature, donc c'est normal. Mais de l'architecture également, du design. Ouais, c'est tout ce qui attire mon œil, en fait. Ok, super. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement impacté dans ta vie, que tu peux me partager et pourquoi il t'a marqué? Un livre qui s'appelle L'expérience alimentaire, que j'ai lu il y a 2 ou 3 ans. C'est l'histoire d'un journaliste dans le journalisme culinaire qui s'est renseigné sur tous les régimes et tout ce qui est à la mode. On peut le lire actuellement, le sans gluten, le sans lactose, le vegan, et qui en fait a testé tous ces régimes super. Pour voir vraiment l'impact que ça a sur le corps et puis aussi sur la société, sur ses relations et hyper intéressant, très très intéressant. Super, je vais le noter. Tout à l'heure on en parlait, t'arrivais pas trop quand t'es lancée toute seule à t'organiser pour être plus productive. Est-ce que tu as des grands principes d'organisation que tu as mis en place maintenant et qui t'aident un peu? Oui, déjà les mails. Les mails, moi j'ouvre ma boîte mail le matin et le soir et puis après le reste de la journée j'éteins parce que je suis distraite très 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 facilement. Donc, si j'arrive pas à être concentrée sur mon travail, vraiment, mais ça part dans tous les sens. D'accord. Après, il faut aussi accepter ses faiblesses. Moi, par exemple, quand je travaille en pâtisserie, je suis hyper organisée. Mon plan de travail il est toujours propre, c'est carré, tout est rangé. Je supporte pas travailler dans un environnement où c'est le bordel. Par contre, quand je suis dans mon bureau, j'ai des papiers de partout. Je veux dire, j'étale tout sur le sol, il y en a, mais vraiment partout. Et en fait, au départ, ça me rendait dingue, quoi, parce que j'aime quand c'est organisé. Ouais. Et puis aujourd'hui, je l'accepte tout simplement parce que j'ai compris que c'était ma manière d'avancer, quoi, et que si le bureau est en bordel, je ferme la porte et puis au pire, je le vois pas, quoi. Bien sûr. Non, mais ce que tu dis est intéressant et je trouve que c'est aussi important de juste s'accepter comme on est. Pas s'adapter aux outils. Il faut que les outils s'adaptent à nous, en fait. T'as raison. Mais en même temps, je trouve que c'est compliqué à accepter, hein. Ah oui, c'est compliqué. Non, complètement. Je suis en phase. Mais encore une fois, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, hein. Plus tu connais et plus tu arrives justement à mettre ses limites, à comprendre pourquoi ci et pourquoi ça. C'est plutôt ça. C'est certain. Quel est ton moteur? Qu'est-ce qui te drive dans la vie? Je dirais que mon métier, c'est un peu ma vie, quoi. Donc, c'est de faire mon travail correctement, mais correctement dans le sens où oui, j'aime que les clients prennent du plaisir à manger mes gâteaux, ça c'est le b.a.-ba, mais j'ai aussi envie que ça ait un impact sur l'agriculture, que ma manière de travailler puisse aussi aider des producteurs à développer leur exploitation et vivre dignement de leur travail. Ouais. Ça c'est vraiment je trouve qu'on a négligé l'agriculture ces dernières années et qu'il est vraiment temps de la reconsidérer à sa juste valeur, et c'est pour ça que je trouve que la période actuelle est vraiment très intéressante parce qu'il y a un changement de mode de consommation qui m'intéresse vraiment. Ouais, moi mon moteur c'est vraiment ça, c'est d'arriver à faire aussi un petit peu de bien à la planète à travers mon métier. Sourcer les produits correctement, enfin savoir d'où mes produits viennent, quoi. Moi, tu me parles d'agriculture hors sol, sous serre chauffée. Pour moi, c'est juste inconcevable de travailler comme ça, qu'en fait, de consommer ce genre d'aliments aussi, parce que déjà, tu fais pas du bien à la terre, tu fais pas du bien à ta santé. Ces aliments n'ont plus les nutriments dont ton corps a besoin. Et je trouve que c'est une aberration, quelque chose que je comprends pas. Complètement. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je pense de ne pas avoir peur, quoi, simplement d'avancer, de pas regarder en arrière. Ouais. Puis en même temps, quand je regarde en arrière, il y a absolument rien que je regrette, donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Qu'est-ce que la réussite pour toi? C'est être heureux. Et ça vraiment, c'est être heureux dans ce que je fais, c'est d'être fier de ce que je fais, c'est d'être bien dans mon travail et dans ma vie. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter qu'on n'a pas abordé, qui te tient à cœur, que tu n'as pas pu partager durant notre riche discussion que j'ai beaucoup aimé? Alors, tu as déjà réussi à en tirer bien plus que je ne donne d'habitude. Je savais, j'ai préparé mes questions. Non, tout ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que on passe tous dans notre vie par des périodes compliquées, des périodes où on se pose des questions, des périodes où on ne sait pas vraiment si on fait le bon choix. Mais je pense qu'il faut déjà se rendre compte qu'à partir du moment où tu te poses la question, c'est que la réponse elle est déjà là. Il faut simplement l'accepter et qu'il faut pas avoir peur du changement, quoi, parce que c'est le changement finalement qui nous permet d'avancer, de progresser, de s'ouvrir, et que c'est sûr que c'est pas rassurant, mais qu'est-ce que c'est enrichissant, quoi. En phase. Et si on veut te joindre, où est-ce qu'on peut le faire? Instagram, je pense. Instagram sans problème. Sur mon site également, il y a un lien pour m'envoyer
mail directement. Mais Instagram, généralement, je réponds quasiment à tous les messages. Super, je mettrai tous les liens. Merci beaucoup Claire, c'était vraiment chouette ce que tu fais et franchement, je trouve ça hyper bluffant, vraiment. C'est très gentil, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous trouverez toutes les références dont on a parlé sur le site www.gatemery.com. Et si vous voulez me contacter pour me poser des questions, me présenter de nouveaux invités ou me donner vos feedbacks, je suis hyper preneuse de feedback. N'hésitez pas à le faire sur les réseaux sociaux, LinkedIn et Instagram de préférence, avec le pseudo @gatemery. Je vous répondrai avec grand plaisir. Dernière chose, hyper importante pour moi, c'est de m'aider à faire connaître ce podcast en mettant une note 5 étoiles sur iTunes. Pourquoi iTunes ? Parce que c'est là où on peut se démarquer dans la jungle des podcasts et qui permettra aux autres auditeurs de le découvrir plus facilement. Si vous n'avez pas iTunes, pas de souci, partagez-le autour de vous et abonnez-vous sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne pas rater les prochains épisodes. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine.